fonctionne, vous m'entendez? Ah, merci. Merci beaucoup, hein, Lionel, pour cette introduction très élogieuse et merci à toute l'équipe organisatrice de bien avoir voulu m'inviter. C'est à la fois un honneur et un plaisir que d'être là et de partager notre travail qui c'est vrai, s'effectue beaucoup aux États-Unis. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est prenez-le véritablement comme un retour d'expérience. Hein, donc en aucun cas, je dis que c'est applicable tel quel qu'en France. Je pense que ça va susciter un certain nombre de comparaisons, forcément, et j'espère simplement que ces comparaisons seront fructueuses. Tout ça pour faire progresser l'intérêt des patients. Alors le thème de ce retour d'expérience consiste à finalement impliquer le patient dans quelque chose qui est très très important, qui est la recherche clinique. La recherche clinique, c'est l'action de lancer à de vastes populations de patients des nouveaux traitements. Et le constat que j'avais fait quand j'étais chez IMS Health, IMS Health c'est une société multinationale, donc j'ai eu la chance de travailler en Asie, en France, aux États-Unis. On collectait de la donnée, on la vendait en tant que société pour des bonnes raisons, pour faire progresser la recherche médicale, parce que la recherche médicale a besoin de données pour progresser. Et le constat que j'avais fait, c'est finalement le patient était très peu impliqué dans ces actions. Il y a quelques fois, ça dépend des pays, un consentement, souvent dans les pays développés. Le consentement est rarement éclairé. Vous ne savez pas vraiment ce que vous signez, vous ne savez pas vraiment à quoi sert votre donnée une fois que vous avez consenti à la partager. Et certainement, il n'y a pas de visibilité par le patient sur ce qui se passe réellement en vie réelle avec vos données. Et vous avez notamment un exemple qui est hors santé, dont vous avez certainement entendu parler, qui est le cas de Facebook. Il y a eu des collectes de données sauvages sur 50 millions d'utilisateurs et un usage illégal qui était d'influencer les élections américaines de 2016. Voilà. Donc ce genre de phénomène, bien sûr, s'applique aussi potentiellement à la santé. Il n'y a pas de raison, une donnée, c'est une donnée. Et donc ce qu'on a essayé de faire avec l'équipe Emblema, c'est de redonner la main au patient. Et il y a certaines raisons objectives, nous le pensons, aux États-Unis, où ce modèle, à notre sens, permettra d'accélérer finalement ces collectes de données, d'en améliorer la qualité et finalement, avec de meilleures données, des données plus rapides, des données plus pertinentes, on va pouvoir accélérer la recherche clinique. Car la finalité de tout ce travail, c'est de pouvoir autoriser de nouveaux traitements plus tôt, donc donner plus de chances plus tôt à plus de patients. Voilà. Alors, ça marche? Non? Bon. Alors, quel est le problème qu'on essaie de résoudre aux États-Unis? Encore une fois, c'est les États-Unis. Quand vous parlez à la FDA, le régulateur, donc c'est la Food and Drug Administration, il constate en fait une certaine limite dans le modèle actuel de la recherche clinique. Donc vous savez comment ça se passe, il y a une recherche clinique, phase 1, phase 2, phase 3. On produit des données lors de cette recherche clinique, donc pour un nouveau médicament, l'évaluateur, donc la FDA, regarde ces données et fournit une autorisation. Ce médicament est sûr, ce médicament fonctionne, il est efficace, et donc je le lance sur le marché. Alors quel est le problème aujourd'hui? Aujourd'hui, le problème, c'est que les nouveaux traitements vont de plus en plus sur des prévalences de population faibles. Donc on parle de maladies rares. La moitié des autorisations l'année dernière, en 2018, la FDA, une soixantaine à peu près, 30 étaient sur des maladies rares, donc faible nombre de population. Et sur ce faible nombre de population, il y a des difficultés, qui est premièrement de pouvoir recruter des patients. Il y en a peu, on ne sait pas où ils sont, on sait mal où ils sont, donc ça prend beaucoup de temps. Et puis deuxièmement, ce sont des maladies qui sont extrêmement complexes, donc souvent qui réagissent à un certain nombre de biomarqueurs, par exemple au niveau du génomique. Et donc cette collecte de données, qui n'existe pas aujourd'hui, est très complexe. Donc vous avez peu de patients, difficiles à trouver, avec des indicateurs ou des informations à collecter qui sont très complexes à faire. Résultat des courses, c'est très long et surtout très coûteux. Donc quand vous divisez en fait le coût total de la recherche clinique, donc on peut parler du marché de la recherche clinique, donc ce que font les CRO, les Clinical Research Organizations, vous divisez ça en fait par le nombre d'essais cliniques, vous divisez ça par le nombre de molécules qui arrivent au bout avec une autorisation, ça coûte en moyenne 2,6 milliards de dollars par nouveau produit autorisé par la FDA. 2,6 milliards de dollars. Et ce chiffre, si vous le suivez depuis 2003-2004, il est en pleine explosion. Donc on arrive finalement à une situation où si vous divisez ces 2,6 milliards de dollars par le nombre de patients, qui rappelez-vous est très faible, on parle de 1000 patients, 10 000 patients, peut-être 50 000 patients, ça donne un coût de traitement par patient par an qui véritablement est très très élevé. Donc vous avez dû voir le dernier produit de maladie rare qui a été sorti par Novartis va avoir un coût de traitement de 2,1 millions de dollars par patient.
Et donc on s'aperçoit quelque part, la collectivité, alors quel que soit le modèle de payeur, est-ce que c'est un payeur public comme en France, ou même des payeurs privés comme aux États-Unis, ce n'est tout simplement plus soutenable. Voilà, donc il y a une limite structurelle à l'exercice de l'essai clinique, ce n'est plus soutenable économiquement du fait des nouveaux traitements qui arrivent sur des maladies rares et des maladies extrêmement complexes qui demandent une donnée très complexe à collecter. Alors, comment est-ce qu'on peut résoudre ça? La stratégie de la FDA est de dire, j'essaie de passer, pardon, la stratégie de la FDA est de dire, bon, là l'action de la recherche clinique. Il y a l'action de la recherche clinique qui consiste à collecter des données dans un environnement très contrôlé, donc c'est difficile à faire, c'est coûteux, comme on l'a vu. Mais il existe aussi, j'allais dire dans la nature, je ne sais pas moi, 100 000 fois plus de données, des données médicales. Et ce sont les données en fait qui sont produites dans le cours courant du soin du patient. Donc vous allez chez un médecin, vous allez avoir une prescription, c'est une donnée médicale. Vous allez à l'hôpital, vous suivez une intervention chirurgicale, il y a un compte rendu, c'est une donnée médicale. Vous avez des objets connectés, donc il y a certains qui travaillent dans les medtech qui produisent des données en fait, d'objets connectés, c'est une donnée médicale. Vous allez répondre à des questionnaires, ce qu'on appelle les fameux Patient Reported Outcomes, les PROM, c'est une donnée médicale, et ainsi de suite. Et donc, l'idée de la FDA, c'est de dire, puisqu'il manque des données, puisque c'est très difficile à collecter et très coûteux, pourquoi ne pas utiliser les données existantes dans le cours du soin et en faire un usage secondaire? Donc ces données, elles sont utilisées pour le soin, pour que le médecin donne un bon traitement. Pourquoi ne pas faire une utilisation secondaire pour la recherche clinique? Et donc c'est cette notion de Real World Evidence, donc données en vie réelle en français, avec une stratégie extrêmement volontariste donc du commissioner, donc c'est le patron de la FDA, Scott Gottlieb, qui est parti il y a 2 mois, qui a mandaté finalement les centres de recherche, son administration, l'agence FDA, les laboratoires pharmaceutiques, les medical device manufacturers. Il nous faut de plus en plus de données en vie réelle. Alors ces données en vie réelle, à quoi elles servent? Il y a un usage courant qu'on comprend bien, qui est qu'une fois le médicament est lancé, on fait une surveillance en vie réelle pour tout simplement, par exemple, surveiller que le médicament est sûr. Est-ce qu'il y a des effets secondaires? Donc ça, c'est de la surveillance. Un autre usage aussi post-lancement des produits de santé qui consiste à en mesurer une efficacité ou une efficacité comparative ou un impact financier sur le système de santé, ce qu'on appelle le Health Economics Outcomes Research. Donc ces usages, bien sûr, continuent, mais ce qui est très très nouveau, et là, c'est là où on reboucle avec la recherche clinique, c'est que la FDA a décrit des cas d'usage pré-lancement ou pré-autorisation dans la recherche clinique, des cas d'usage comme si on a des bonnes données en vie réelle, ça nous permettra d'identifier des patients éligibles à de la recherche clinique, puisque finalement des critères d'inclusion peuvent être reconnus à travers des bases de données, au lieu d'interroger le médecin à chaque fois pour savoir s'il y a ces patients qui répondent aux critères d'inclusion. Et aussi un deuxième cas d'usage, je vais citer les 2 plus importants, qui consiste à faire en fait à se débarrasser du second bras, du bras qui est sous placebo. Vous savez que dans les essais cliniques, en phase 3, vous avez la moitié des patients qui prennent le principe actif, le médicament, donc en test, si je puis dire, et l'autre moitié qui prend un placebo de manière à faire une comparaison objective de la meilleure efficacité ou pas. Et plutôt que d'avoir finalement 50% des patients de l'essai clinique sous placebo, on se débarrasse de ces gens-là, on ne les recrute pas, c'est pas la peine, et on va faire la comparaison sur une cohorte de données en vie réelle. Voilà. Et donc on s'aperçoit finalement ça a beaucoup de sens, puisque ça va réduire par 2 le temps de recrutement des essais cliniques, qui est très difficile à faire, et ça résout aussi un certain nombre de problèmes éthiques. Aux États-Unis, on entend beaucoup sur le fait que dans l'oncologie notamment, il y a cette histoire où lorsque vous rentrez dans un essai clinique, c'est souvent un dernier recours, il n'y a pas d'autre traitement qui marche, et donc vous avez un espoir de survie supplémentaire. Et si vous êtes dans ce bras qui prend le placebo, vous ne le savez pas, bien entendu, quelque part, ça gêne les patients. Ajouté à ça, et ça c'est plus anecdotique, il y a des gros problèmes aux États-Unis d'inclusion en oncologie des patients, des problèmes du type si vous êtes pauvre, et si c'est un essai clinique qui est sponsorisé par la NIH, c'est la National Health Institute, ils ne remboursent pas les voyages. Donc si vous habitez dans l'Oregon et l'essai clinique à Mount Sinai à New York, vous n'y allez pas, bien que médicalement vous soyez éligible. Si vous êtes une minorité, vous avez une très très faible chance d'intégrer un essai clinique. Nous, on travaille à New York avec une association de patients qui s'appelle Medcare, qui notamment ont des patients en fait qui sont en réhabilitation, qui sortent de prison, donc souvent des minorités. Et de tous ces patients-là, il n'y en a aucun qui sont sous essai clinique.
pour le cancer de la prostate. Donc ça pose problème. Si vous avez le sida comme comorbidité, vous n'êtes jamais inclus. Bon, il y a d'autres problèmes qui font qu'ils ont intérêt à la FDA justement de dire essayons comme d'améliorer déjà au moins ce facteur où on recrute moins de patients, on ne met pas les patients sous placebo, et donc d'utiliser de plus en plus ces données en vie réelle pour finalement améliorer la situation. Alors les données en vie réelle, donc comme je l'ai dit, c'est une définition en fait par exclusion, c'est tout ce qui n'est pas généré au sein d'un essai clinique. Alors du coup c'est tout, hein, c'est tout. Des données très importantes comme le génome. De plus en plus, les thérapies en fait, répondent à certains biomarqueurs par rapport au génome microbiome, hein, génome bien sûr de vos tumeurs, mais génome de manière générale. Vous avez bien sûr toutes les données d'objets connectés, donc des choses aussi bêtes que le nombre de pas, l'activité, le sommeil, des données médicales, donc là produites par un professionnel de santé, les prescriptions, les diagnostics, les analyses médicales bien sûr, les résultats d'analyse, les images. Et puis, de plus en plus, donc, toute cette notion en fait, de patient-reported outcomes, c'est-à-dire c'est finalement les données que seul le patient peut donner. Donc, ce sont des réponses à des questionnaires. Je me sens fatigué, j'ai loupé le boulot parce que j'étais fatigué, j'ai pris mon médicament, oui, non, hein, des choses comme ça. Mais également des données démographiques et sociologiques. Le niveau de vie, l'environnement. Si vous êtes un malade dans l'Alzheimer, si vous vivez dans une pièce qui est très sombre toute la journée, il y a de fortes chances que ça influe sur l'outcome. Vous allez vous sentir un peu moins bien. Et ces données, finalement, qui sont générées directement par le patient, deviennent pour la FDA, par réglementation, hein, ça c'est le 21st Century Correct, aussi importantes comme mesure d'outcome que des données générées par les professionnels de santé. Et donc là, on aperçoit finalement un rééquilibrage. Vous savez, historiquement, les seules données valides, scientifiquement valides, c'était les données produites par les professionnels de santé. Donc ça reste vrai, bien évidemment, parce qu'elles sont faites avec une grande rigueur scientifique. Mais également, aussi importantes sont les données générées directement par les patients. Et donc là, on s'aperçoit finalement il y a nécessité d'impliquer le patient, puisque lui seul peut déclarer ces données, lui seul peut collecter ces données, et lui seul peut partager ces données. Voilà, donc on y vient petit à petit. Alors, si je me mets à rêver, et là, ce n'est pas une annonce, hein, simplement, si vous discutez avec la partie la plus progressiste de l'FDA, donc ça, ce sont les gens de l'Office of Regulatory Science, c'est les gens qui réfléchissent, c'est la science régulatoire, donc c'est les gens qui réfléchissent à l'utilisation de nouvelles technologies pour la régulation, c'est les gens qui réfléchissent aux nouveaux processus, à la nouvelle réglementation. Et ils se disent finalement, ces histoires d'essais cliniques, donc je vous ai donné l'histoire d'oncologie, c'est pas juste, c'est pas éthique, avec l'histoire de placebo, c'est pas représentatif, puisqu'on s'arrange pour avoir les meilleurs patients pour que finalement le résultat on se montre sous le meilleur jour, ça ne représente pas la vie réelle. Et donc l'idée, hein, et ça donc nous c'est évidemment une idée dans laquelle on souscrit complètement, c'est de dire après la phase 2 de l'essai clinique, donc une fois que vous avez une assurance que le médicament est sûr, donc n'est pas dangereux, pourquoi ne pas faire une préautorisation, c'est-à-dire vous n'allez pas faire de phase 3 avec tous les problèmes qu'on a cités, vous allez donner le médicament finalement à toute la population cible, d'accord? Donc beaucoup plus tôt, hein, puisque vous passez de la phase 3 c'est des années, hein, et le jour 1 où vous faites ça, vous allez faire un monitoring, un suivi des données en vie réelle de chacun de ces patients-là, et vous allez ajuster finalement le tir en quelque sorte au fur et à mesure. Ah, ça ne marche pas sur cette sous-population, on l'exclut de l'autorisation. Ah, là, ça marche mieux avec telle comorbidité, on rajoute ça, etc. Voilà, donc on s'aperçoit qu'il y a vraiment un changement de paradigme. Donc je reviens finalement à cette réflexion au départ où il y a une limite aujourd'hui structurelle à l'essai clinique. Pourquoi ne pas travailler de manière plus dynamique? On raccourcit finalement l'essai clinique, donc on donne une chance plus tôt à plus de patients. Et en même temps, on est obligé de faire un monitoring, un suivi en données vie réelles, avec toutes les données que j'ai décrites, de manière à pouvoir ajuster le tir au fur et à mesure. Vous voyez, donc c'est ça l'idée sous-jacente du travail finalement qu'on est en train d'effectuer. Alors, donc, le constat qu'on a fait également, bon, premièrement, les données générées par les patients sont importantes. Ces fameux patient-reported outcomes, seul lui peut les partager et les collecter. La deuxième chose, et là c'est plus technique, c'est qu'aux États-Unis, dans vos dossiers médicaux, il n'y a pas d'identifiant unique du patient. Donc en France, on a cette chance énorme d'avoir quelque chose qui s'appelle le NIR, donc c'est un identifiant unique du patient. Donc vous passiez à Nice, à Castres, à Paris, etc. On peut vous suivre techniquement. Technologiquement, on peut dire Robert Schull a été là, j'ai son parcours de soins. Aux États-Unis, c'est pas possible. Je suis à Mount Sinai, c'est identifiant XYZ. Je vais à Kaiser Permanente San Francisco, c'est 1, 2, 3, 4. Je vais chez le pharmacien à CVS, c'est autre chose. Et donc finalement, qui sait où sont les dossiers médicaux d'un patient? Il n'y a que le patient qui le sait. Et donc vous êtes quasiment forcé d'avoir un rôle actif du patient, ne serait-ce
que pour identifier les différents centres de soins dans lesquels vous avez été, de manière à pouvoir récolter ces données. Et donc on imagine un monde où le patient va être un acteur, actif donc, dans la récupération de ces données de santé. Et dans la régulation américaine, la bonne chose, c'est que c'est un droit. Maintenant, le patient a le droit d'avoir une copie électronique de son dossier médical de l'hôpital dans les 4 jours. Donc c'est une régulation qui est imposée en fait par l'équivalence de l'assurance maladie, qui s'appelle le CMS, c'est Medicare. Et le patient va avoir cette action d'aller récupérer ses dossiers médicaux un à un, d'aller collecter finalement ces données connectées, de répondre à ces questions, d'aller collecter son génome, bien sûr, dans certaines pathologies c'est extrêmement important, et finalement a le potentiel de pouvoir décider à qui il va partager ces données en vie réelle, donc qui prennent beaucoup d'importance dans la régulation américaine. Voilà, c'est ça notre concept. Alors comment ça marche? Je vais rapidement. Vous avez une phase de collecte, donc c'est une plateforme technologique. Nous sommes une société de technologie, donc on bâtit finalement un outil qui permet de faire cette collecte, donc différents types de données médicales, données vie réelles, donc vous avez les différentes ellipses qu'on a regardées. Vous avez ensuite la possibilité pour le patient de définir complètement son consentement. Et ça, c'est très très important. Une des principes forts de cette plateforme, c'est que la donnée, même si elle ne vous appartient pas, et je vais vous expliquer ce que j'entends par là, le patient est capable de définir le consentement en termes de à qui je veux partager quelle partie de mon dossier médical, sur quelle durée, pour quel usage. Est-ce que je partage ma donnée brute ou pas? Non, je partage simplement un algorithme qui donne un résultat, qui donne un insight sur une donnée brute. Et bien sûr, on peut revenir dessus, c'est un consentement dynamique. Et la deuxième chose qu'on permet de faire au patient, c'est de vérifier à tout moment que l'usage effectif est conforme à son consentement. Et ces deux informations qui sont très très importantes, donc le consentement et la traçabilité, si vous voulez, des usages, on les a codés en blockchain. Et la raison pourquoi on a utilisé blockchain, ça fait bien, ça c'est pas une bonne raison suffisante, je dirais, mais c'est un outil qui permet en fait d'avoir une non-falsification possible des données. Donc pour un consentement, c'est quand même très important. Et c'est un outil qui permet de partager la même information au même moment à une grande distribution d'acteurs. Donc l'ensemble de l'écosystème, que ce soit votre médecin, votre infirmier, votre pharmacien, un centre de recherche qui accède à vos données, ils ont la même visibilité du consentement que vous avez défini au même moment. Donc ça c'est important, et même caractéristique donc, pour la traçabilité des accès. Et ensuite, une fois que le patient a consenti, si vous voulez, au partage de ces données, il va pouvoir les exposer, les échanger, d'accord ? Bien entendu, le chercheur à l'autre bout de la chaîne qui va aller constituer une cohorte a une cohorte de données déidentifiées, il est hors de question d'exposer de la donnée identifiée, et de manière économique, ça je vais en revenir dessus aussi, il y aura une rémunération finalement par le chercheur qui constitue sa cohorte, il va payer la donnée, et cette rémunération, donc nous on en garde un bout pour faire tourner la plateforme, pour couvrir nos coûts, et on va reverser en fait de l'argent au détenteur de la donnée. Voilà. Alors cette notion de propriétaire de la donnée ou détenteur de la donnée, qu'est-ce que ça veut dire aux États-Unis ? Aux États-Unis, vous avez des dossiers médicaux qui viennent des hôpitaux, des pharmaciens, vous avez des objets connectés. Il y a certaines parties de votre dossier médical qui appartient à l'hôpital. Un dossier médical, donc ce qui s'appelle un EMR, Electronic Medical Records, ça appartient à l'hôpital, sauf dans un État, le New Hampshire. Donc ça, le propriétaire de la donnée dans le système, c'est l'hôpital. La rémunération va aller à l'hôpital. Si c'est une réponse à un questionnaire, vous êtes propriétaire de cette donnée, la rémunération va aller au patient. Vous voyez, donc le système est paramétrable de façon à ce qu'on puisse avoir un partage finalement du revenu entre les différents détenteurs de la donnée. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose que la plateforme permet de faire, c'est qu'il y a également tout un processus d'amélioration de la qualité de la donnée. Parce qu'une donnée, lorsque vous la récoltez, en fait, c'est comme le pétrole. Si vous avez récolté du pétrole brut, vous allez essayer de mettre ça dans une voiture, ça ne va pas marcher. Il y a tout un processus de raffinage, d'amélioration de la qualité. C'est exactement la même chose dans la donnée de santé. Vous devez la standardiser, vous devez corriger les erreurs, les problèmes de non-qualité, et vous devez aussi également donc, avoir des algorithmes qui permettent de passer ce qu'ils appellent du real-world data au real-world evidence. Donc, par exemple, le real-world data, c'est votre génome, la séquence génomique, et real-world evidence, c'est vous êtes atteint de la maladie de Huntington parce que vous avez cette mutation. Donc, l'algorithme qui permet de calculer l'un à l'autre est également donc, stocké sur la plateforme. Et tous les acteurs finalement qui améliorent soit la qualité ou qui écrivent des algorithmes pour changer d'état de la donnée, on va également bien sûr les rémunérer. Et on s'aperçoit finalement qu'on arrive à un modèle très inclusif et économique où premièrement on veut inciter, donc récompenser ou compenser ou payer les différents acteurs qui participent à cette collecte et à l'amélioration de la qualité,
parce que c'est très très important, ça. C'est une des raisons essentielles du blocage aujourd'hui en silo. On parle souvent les données en silo. Ben pourquoi? Parce que les gens n'ont pas d'incitation économique à la partager. Soit il y a une réglementation, c'est très clair, ben c'est fait, mais sinon ils n'ont aucune raison de le faire. Vous allez voir un hôpital aux États-Unis. Donc si moi, acteur privé, je vais voir un hôpital en disant j'aimerais bien avoir vos données de santé, la première chose qu'il va me dire, ben, je vous les vends, d'accord? Ou il me faut une certaine forme de compensation. Pourquoi? Ben parce que c'est un bien là-bas, et d'autre part, c'est également un risque à la limite. Parce que si j'ai une copie de dossier médical, s'il y a ces problèmes de malpractice, c'est-à-dire un médecin qui a fait quelque chose qu'il ne fallait pas, ben, après il y a les avocats qui arrivent dessus, donc du coup payent des pénalités. Et donc finalement, c'est quelque chose qui n'est pas du tout courant, d'accord? Et donc si vous n'avez pas une incitation financière à le faire, ça ne va jamais se faire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est très très difficile de consolider en fait ces différents silos de données. Vous avez tous entendu ça. Alors l'autre notion qui est très très importante dans notre modèle économique, c'est que nous, on n'est jamais propriétaire de la donnée. Nous, on est finalement un opérateur technique qui collecte, améliore la qualité et envoie des informations aux chercheurs, à l'FDA. Et finalement, celui qui est détenteur ou propriétaire de la donnée le reste à part entière. Et donc ça, bien sûr, c'est tracé dans la plateforme. Et d'où le modèle décentralisé, finalement, où le laboratoire pharmaceutique aujourd'hui qui achète de la donnée, aujourd'hui achète ça à des opérateurs qui détiennent la donnée, donc c'est exactement le modèle Facebook, et finalement la rémunération ne descend jamais finalement à la source de données, qui est soit le médecin, soit l'hôpital, soit le patient. Un peu, mais pas, en tout cas ne respecte pas en fait les notions de propriété de données telles que nous on l'entend. Voilà, donc 2 mots sur le modèle économique. Alors, une chose qui est très très importante dans le travail qu'on est en train de faire aux États-Unis, c'est toutes ces données en vie réelle, c'est très très bien, c'est très important, c'est très nécessaire. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de standard. Il n'y a pas de standard, c'est trop nouveau. Donc on arrive, il n'y a pas de standard. Donc parce qu'il n'y a pas de standard, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes un laboratoire pharmaceutique, vous avez votre dossier d'études en vie réelle, vous allez montrer ça à la FDA, je voudrais une extension d'indication avec mes données en vie réelle, ça c'est un cas d'usage accepté. La FDA, comme il n'y a pas de standard, dit très bien, votre rapport, vous le mettez de côté, vous allez me donner toute la donnée brute, vous allez me donner tous les algorithmes, vous allez me donner le code source de tous les algorithmes, et moi je reproduis à l'aveugle vos analyses. Et si on trouve la même chose, ça marche pas, on discute, on fait l'évaluation. Bien entendu, très souvent, ça ne marche pas, ils ne trouvent pas la même chose, d'où des allers-retours. D'accord, expliquez-moi cet algorithme. Ah non, je me suis trompé de code source, c'est celui-ci. Ça dure des mois, ça coûte cher. Ça explique aussi les 2,6 milliards de dollars. Et surtout, on perd du temps. Donc tous ces allers-retours qui prennent des mois retardent, bien sûr, la mise sur le marché, soit de cette nouvelle indication, soit du nouveau produit. Et donc cette notion de standard est extrêmement importante. Donc si on arrive finalement à une plateforme où la soumission répond à un certain nombre de règles, de format, de provenance, de véracité des algorithmes, à ce moment-là, la FDA va recevoir, si vous voulez, l'analyse sans la reproduire, on va gagner des mois, et c'est comme ça qu'on va réussir à accélérer en fait la recherche. Vous voyez, donc il y a un travail très très important de standardisation. Et donc pour ça, on a monté avec la FDA un consortium. Donc c'est un travail collectif, donc c'est pas un bléma avec la FDA dans son coin qui pond des standards, c'est un travail collectif qui implique des associations de patients, qui implique des laboratoires pharmaceutiques, des centres de soins qui détiennent des données, des organismes de certification comme l'ISO, comme l'I3E, des académiques comme George Washington University, Harvard Medical School, de manière à collectivement poser ce problème des standards et finalement les élaborer. Alors il y a 2 exemples aujourd'hui qui sont assez avancés. Un des premiers, qui est sur la droite, qui est une application que la FDA a sortie en open source, donc en accès libre si vous voulez, qui s'appelle My Studies, et c'est un logiciel en fait de Patient Reported Outcomes. Donc les patients peuvent répondre à des questions, et l'objet qui est produit finalement par l'application, lorsque le patient a fini de répondre aux questions, est un objet standardisé et reconnu par la FDA. Donc il n'y aura pas de discussion sur d'où vient cet objet, quel est son format, je ne comprends rien, et donc aller-retour. Donc ça c'est un premier exemple. Et donc bien entendu, on l'utilise. Et le deuxième exemple, je vais passer directement ici, c'est très très important, ça bien sûr pour l'oncologie. Ça consiste en fait à standardiser les algorithmes d'analyse des génomes. Alors comment ça se passe? Donc dans notre infrastructure, on a un stockage des données qui s'appelle le Hive. Donc ça c'est une architecture en fait qui est utilisée par la FDA. La raison pour laquelle on utilise la même, c'est que notre directeur scientifique était l'ancien patron de la bioinformatique de la FDA, donc il a construit ça depuis 2012. Donc on utilise la même, quitte à faire, autant être aligné avec le régulateur. Et ce Hive et ce Wise sont en fait des entrepôts de stockage de tout type de données, donc données virales, génomiques, IMR, Patient Reported Outcomes, et ça permet aussi de faire des échanges, et ça permet aussi de stocker des algorithmes pour analyser ces données. Donc tout ça de manière hautement sécurisée, avec toutes les certifications fédérales de sécurité, de data privacy, tout ce que vous imaginez.
Alors, comment ça se passe dans le cas du génome? On va stocker la donnée brute. En bas, vous avez des séquences de génome. D'accord? Donc des gros fichiers, 1 giga, boum, voilà, génome séquençage intégral. Ensuite, vous avez une couche qui sont les algorithmes qui vont finalement traiter cette donnée brute et arriver à une réponse, un biomarqueur. Ce patient est atteint de Huntington disease parce qu'il a analysé telle séquence, il a vu qu'il avait telle mutation. Ou bien ce patient va être résistant aux CAR T-cells. Et finalement, ce qui est standardisé, ce sont ces algorithmes. Si vous avez un moyen de dire que la FDA, le code source de cet algorithme, il est codé en fait dans un format qui s'appelle BioCompute, donc c'est un format qui a été fait par George Washington University, par les universitaires, à ce moment-là, la FDA ne va pas contester les résultats de l'analyse. Et cette utilisation de BioCompute, on le met également dans la blockchain, ça fait partie de la traçabilité des changements d'état de la donnée. Et si vous arrivez avec cette traçabilité, l'identifiant de l'algorithme, c'est un algorithme certifié, hop, le résultat est accepté tel quel. Et c'est comme ça qu'on accélère. Donc ça, c'est un second exemple de standardisation, de ce qu'on entend par standardisation. Et bien entendu, ce travail, eh bien, il faut le faire pour tous les différents types de données, pas que génomiques, pas que les Patient Reported Outcomes, les données IMR. Donc vous avez certains standards comme FHIR, dont la version 4 est en train de sortir. Vous avez aussi des standards pour les objets connectés, beaucoup plus compliqués. Mais là, on peut le faire par type de pathologie, et je vais vous expliquer ce qu'on fait là-dessus. Et donc c'est un travail qui est absolument indispensable de manière à accélérer finalement la recevabilité de la preuve. Alors juste pour blockchain, qu'est-ce que ça permet de faire conceptuellement? La première chose, donc comme je vous ai dit, on partage le consentement et on partage la traçabilité. Donc ça donne une certaine transparence en fait à ce qui se passe. Vous voyez, ça donne en tout cas au patient une totale transparence sur les mouvements autour de sa donnée. Je pense que c'est une bonne chose. Alors il faut préciser aussi qu'aux États-Unis, jusqu'à présent, la loi sur la confidentialité des données de santé, c'est une loi qui était extrêmement légère. Donc ça s'appelle le HIPAA, c'est le Health Insurance Portability Act. C'est une loi qui date de fin des années 90, donc il y a bientôt 20 ans. Et de manière amusante, ce n'était pas une loi du tout sur la confidentialité des données, c'était une loi en fait de portabilité. C'est-à-dire que lorsque vous êtes employé aux États-Unis, vous avez une certaine assurance avec un certain réseau de soins. Quand vous changez d'employeur, souvent vous changez d'assurance et vous changez du coup de médecin, de réseau de soins. Et donc il y a la possibilité de porter votre dossier, votre historique. Ça servait à ça. Donc ce n'était pas du tout finalement la confidentialité, ça servait à ça. Mais de plus en plus, avec le RGPD, avec les histoires de Facebook, il y a certaines lois qui sont poussées en fait par les congressmen démocrates. Donc des gens comme Wyman, comme Booker. Donc Booker, c'est le gars qui s'est engueulé avec Joe Biden, qui est président candidat à la présidence. Des lois, par exemple, qui veulent limiter l'usage en fait des données pour les mineurs de moins de 13 ans. Donc on n'a pas le droit, par exemple, je sais pas, Amazon n'aura pas le droit de cibler un mineur pour lui vendre une paire de baskets. Donc ça, c'est une loi qui est en cours. Il y a des lois aussi de plus en plus, et là, ça se rapproche aussi de l'informatique, l'IA, l'intelligence artificielle, c'est une loi en fait sur la biométrie. Parce que la biométrie, vous êtes tout à fait identifié, et donc ça va interdire l'usage en fait des données biométriques pour là aussi faire du ciblage marketing. Voilà. Donc par exemple, on me voit sur un terrain de tennis, un caméra de surveillance, ben, tiens, on va lui donner une pub pour une nouvelle raquette de tennis. Voilà. Ça va être interdit. Et il y a une loi aussi qui est un peu plus forte en fait, qui va quelque part, ça peut aboutir finalement à la constitution d'une CNIL, c'est-à-dire une commission, une équivalent d'une commission informatique et liberté. Qui est une loi de traçabilité des données et qui va donner en fait à la Trade Commission, c'est la FTC, un pouvoir accru pour faire des contrôles. Parce que ce que j'ai pas dit, c'est que le HIPAA, c'est une loi en fait où vous auto-certifiez. Donc il y a un cadre et c'est à vous de respecter le cadre. Mais personne va vous demander une autorisation a priori. Et donc c'est une loi après qui est punitive si vous avez un problème. Là, ça se passe très mal, mais il n'y a pas de contrôle a priori. Et donc cette nouvelle loi va pouvoir imposer dans certains cas une demande d'autorisation. Donc un peu plus comme le régime européen, si vous voulez. Voilà, donc tout ça pousse finalement aux patients de dire je veux savoir ce qui se passe, je veux contrôler la donnée. Ça établit aussi la propriété. Qui est propriétaire de la donnée finalement? C'est un gros débat ça, c'est un gros débat en France, je le sais. Il y a différentes opinions, je pense que ça vaut le coup de poser le débat en toute objectivité. Et puis ça permet aussi donc, de générer ce qu'on appelle des tokens, donc des jetons numériques, parce que la blockchain pouvait écrire une application qui génère l'équivalent comme d'un bitcoin dans le réseau Bitcoin. Et ces tokens en fait vont servir à un système finalement de récompense que j'ai un peu décrit. Alors que disent les patients aux États-Unis? Parce que bien entendu on travaille avec les associations de patients, avec les patients eux-mêmes. Et si vous voulez, c'est très très clair. Donc ça, ce sont des patients maladies rares, oncologie, maladies auto-immunes, neurologie aussi, CNS. Et donc l'unanimité, vraiment 98% disent nous, on est partant pour partager notre donnée pour la recherche, parce que c'est notre cas d'usage, mais à condition que j'en ai le contrôle.
Ça, c'est important, à condition que j'en ai le contrôle. Donc, cette histoire de blockchain pour le consentement et la traçabilité, ça, c'est une condition, en fait, d'accord pour qu'il joue le jeu. Ensuite, la deuxième chose, très très important, je veux un retour d'information. C'est bien, je partage, mais moi, je veux le retour. Et ces retours d'information, en fait, sont à la limite du simpliste. C'est-à-dire, par exemple, je veux savoir si je prends plus de médicaments. Donc, par exemple, je suis diabétique, je fais partie d'une cohorte de diabétiques avec certaines caractéristiques. Je veux savoir si je prends plus d'insuline ou pas que mes collègues. Bien sûr, de manière anonyme. Je veux savoir si je suis plus souvent arrêté. Je veux savoir si je suis plus fatigué. Donc, ces informations, en fait, très très importantes pour eux et aussi une motivation pour partager, en fait, leurs données. Et ensuite, l'autre chose qu'on met en place, en fait, c'est des principes de gamification. Donc, ce sont ces jetons, ces points. Et le principe est le suivant, c'est-à-dire qu'à chaque fois que donc le patient, encore une fois, il est actif. Il va aller chercher sa donnée, il en a le droit, il la met dans la plateforme. Et à chaque fois qu'il rajoute la donnée, on va lui donner des points. Et c'est comme des miles aériens, si vous voulez. Plus vous faites des vols aériens, plus vous faites des points. Et plus vous avez des points, plus vous allez avoir un statut, comme dans les compagnies aériennes, bronze, argent, or, etc. Et si vous êtes bronze, on vous fait un retour d'expérience, un retour d'information basique. Si vous êtes or, on fait beaucoup de retours d'expérience. Donc ça les motive finalement à mettre plus de données. Et dans les maladies rares, ce qu'on fait aux États-Unis, et ça c'est le plus beau cadeau que vous pouvez lui faire aux patients, c'est on monte un board dans lequel, donc une réunion en fait, dans lequel il y a la FDA, dans lequel il y a des KOL, et où le patient tout simplement s'exprime. Voilà, les conditions de vie dans la mucoviscidose, c'est terrible, la prise en charge c'est terrible, et en fait ces patients ont besoin de parler. C'est aussi bête que ça. Donc ça, c'est la motivation numéro 1. Retour d'information, pouvoir s'exprimer, et ensuite en 3 vient la rémunération. Donc là, on a une visibilité assez claire finalement de ce qui motive les patients à participer activement à la recherche. Voilà. Alors, je vais accélérer un peu parce que je crois que j'ai pris un peu de retard. Je sais pas, je crois que je pointe dans la mauvaise direction, non ? Bon, tout ça pour dire, on a lancé bien sûr plusieurs partenariats avec des sources de données. Hein. Donc rappelez-vous, source de données, ça veut dire également propriétaire de données. Donc par exemple en France, pour en citer 2, on a un accord avec Gustave Roussy, donc ça ce sont des données oncologiques bien sûr de premier plan, hein, notamment dans les cancers rares et dans les cancers late stage. C'est également un grand pourvoyeur d'essais cliniques, hein, beaucoup d'investigateurs. Donc ça c'est une première possibilité, et ensuite l'autre possibilité donc un peu à l'opposé. Donc là c'est je dirais c'est vraiment le centre d'excellence oncologie. L'autre partenaire qu'on a en France, c'est Pharmagest. Donc eux, ce sont les leaders en fait de l'informatique officinale. Ils ont 9000 à peu près pharmacies sur les 20 000, là, je crois, en France. Et donc ça permet là de capter des données comme bien sûr les délivrances, des réponses que les pharmaciens donnent sur l'état du patient. Et donc là, on est plus finalement dans un milieu ville, plutôt qu'hôpital. Voilà, donc ça, ce sont des partenaires importants. Je vais finir par quelques cas d'usage aux États-Unis, avec notamment un partenaire très important dans tout ce qui est maladies neurologiques. Vous savez qu'aujourd'hui, donc, il y a énormément d'investissements. Je crois qu'il y a eu des sujets ici dans l'oncologie. La plupart, 80% des investissements, donc early stage, d'investissements dans les nouvelles molécules en biotech, c'est l'oncologie. Mais ces investissements sont en train de passer de plus en plus sur la neurologie. Pourquoi ? Parce que vous avez des problèmes de santé publique, le vieillissement de la population, Alzheimer. Vous avez des problèmes, notamment aux États-Unis, sur la crise des opioïdes, d'accord, où tout ça c'est quand même assez lié. Après, ça mène à des dépressions. Et donc, on a fait ce partenariat avec, c'est le leader en fait de l'informatique médicale pour les neurologistes. Donc, ils ont des neurologues. Et on a des images, on a bien sûr les notes des médecins, on a les dossiers médicaux. Et ça permet finalement aussi d'avoir une très très belle source de données qui permet de faire quoi ? Donc ça, c'est un projet qu'on espère démarrer bientôt, ça prend toujours un peu de temps, avec la FDA. Et donc le cas d'usage, c'est le suivant. Vous avez un medical device implantable, donc une opération par exemple de la hanche. Bien sûr, ça fait mal, et donc le médecin vous met sous opioïdes. Simplement, vous commencez à en prendre un peu trop, d'accord ? Aux États-Unis, c'est le problème. Et du coup, vous allez être vous allez dans un centre de rehab, vous voyez. Et là, le protocole, si vous allez voir le médecin une fois par semaine, il vous met sous traitement de substitution. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a un nombre significatif de patients, au bout de la 3e visite, qui disparaissent. Significatif. Je n'ai pas le droit de dire le nom, mais c'est impressionnant. J'aurais jamais imaginé ça. Et c'est pas simplement les cols bleus, des choses comme ça. C'est des cadres, c'est des gens comme vous et moi. Enfin, c'est très impressionnant. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe ? La FDA apprend 6 mois plus tard, le gars est à la morgue, il a fait une overdose, ou bien le gars est en prison parce qu'il a commencé à dealer dans la rue. Et encore une fois, toute couche de population.
Voilà, et donc là, on s'aperçoit finalement il y a un problème parce que la donnée ne leur remonte pas. Ils n'ont pas de données, c'est trop tard, ils ne peuvent pas agir. Donc c'est pour ça que cette crise a tendance à durer. Et donc là, le pilote qu'on est en train de faire, c'est de dire on va remonter en temps réel en fait les dossiers médicaux de ces patients qui sont en fait addicts des opioïdes. En même temps, on va leur donner un bracelet dans lequel on va mesurer des choses assez simples comme le pouls, le sommeil, l'activité. Parce que quand vous êtes en relapse, vous commencez à prendre des choses, en fait, tous ces indicateurs baissent. Et ça va donner une alerte en fait au médecin, donc au fameux médecin du rehab, et puis il va pouvoir parler, vous êtes sûr que vous allez bien, venez me voir, ou bien je passe vous voir, etc. Et donc ça permet d'avoir une approche beaucoup plus proactive, une surveillance en fait beaucoup plus resserrée sur ces histoires de patients avec des implants. Et donc c'est un gros projet en fait aux États-Unis qui s'appelle MD Epinet. Donc ça c'est un pilote, vous voyez. Mais le problème c'est qu'ils sont au courant trop tard. Voilà. Ensuite, un autre cas d'usage aussi un peu plus marrant, là. Donc enfin, non, c'est pas forcément marrant, j'ai tort de dire ça, parce que c'est aussi une souffrance chez les patients, mais plus original, je dirais, plus consumer. Ça, c'est un travail, en fait, dans l'eczéma, dans des maladies. Et le problème, c'est quoi? Le problème qu'on essaye de résoudre, il n'y a pas une approche objective. Par exemple, le médecin dit, voilà, vous avez de l'eczéma, mais cliniquement, vous êtes parfait. Aucun problème, vous vous sentez bien. Et le patient dit non, non, je me sens très mal, je me suis gratté toute la nuit, je suis crevé, je ne vais plus au boulot, etc. Et il n'y a pas de mesure objective. D'accord? Et donc ce qu'on a essayé de faire là, c'est qu'on va développer en fait sur un Apple Watch. Donc vous savez, vous avez une API, vous pouvez créer des petites applications. Et là, c'est des mouvements avec l'accélération dans les 3 dimensions, avec plusieurs dérivés de vitesse. Et donc si vous faites certains mouvements, ça c'est un grattage. Et ça, c'est pas un grattage. Et donc on va calculer le nombre de minutes de grattage par jour, et notamment la nuit. Voilà, de manière à avoir une donnée objective. Docteur, je me suis gratté 4h30. Alors, ah oui, c'est effectivement, vous êtes gratté 4h30. D'accord? Et donc là, tout ça, c'est un peu aussi dans la mouvance. Ce que dit le patient est aussi important. Hein, ce que dit le médecin. Et avec ça, on va essayer de corréler ça avec d'autres données démographiques. Est-ce que vous avez un chat à la maison? Est-ce que vous êtes à la lumière? Vous prenez trop le soleil? Est-ce que vous avez des allergies? Je ne sais pas quoi, aux graminées? Et puis, bien sûr, toutes les données. J'ai loupé le boulot, j'ai loupé l'école, des choses comme ça. Et on va essayer de corréler un peu, finalement, la qualité de vie avec les données cliniques. Et finalement, déjà, pour convaincre le médecin, il faut peut-être faire quelque chose, quoi. Voilà. Et enfin, pour finir, un cas d'usage en France, Cocorico. Donc, avec PharmaCH, on est en train de monter une cohorte dans l'épilepsie. Alors, pourquoi l'épilepsie? Parce qu'il y a très peu de données en fait en France dans l'épilepsie. On a même du mal à compter le nombre de patients. Les avis sont très très divergents. Et donc, on s'est décidé donc, on a monté un comité scientifique, bien sûr, avec ça, avec le professeur Vespignani, qui est un neurologue. On a des médecins généralistes, des pharmaciens, le président de l'association des patients, Patrick Baudru, France Épilepsie, et d'autres. Et donc, on a défini finalement un suivi de ces patients, une collecte des données, des questionnaires de qualité de vie, parce que c'est un angle très très important. Et avec ça, on espère apporter un éclairage donc un peu meilleur sur cette maladie qui est mal connue, notamment l'épilepsie pharmacorésistante chez les jeunes. Voilà, donc ça c'est un autre exemple de ce qu'on fait ici plus proche de nous. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup, j'espère que ça a été utile et j'espère que ça ouvrira un débat intéressant et je suis à votre disposition pour des questions. Merci.